Bonjour tout le monde, voici la deuxième partie du livre, comme vous pouvez le voir, le grand livre des secrets de la longévité, c'est du français avancé. Et ici on parle des centenaires, voilà. Nous étions dans la première partie en train de parler du plafond de verre de la longévité. Donc on parle de centenaires, super centenaires, hein. Quand on dépasse les 100 ans, on est un super centenaire. Donc ça serait, si on avait gardé dans un incubateur ou alors dans une bulle, des femmes et des hommes sans connexion avec l'environnement, le monde extérieur. Les hommes pourraient potentiellement vivre jusqu'à 115 ans et les femmes 115 ans et les hommes 114 ans. Donc il y a une année de différence, hein, pas trop. Et ça serait la durée de vie maximale, mais en ayant une alimentation saine, mais il n'y a pas d'interaction avec le monde extérieur. Une activité physique, fonctionnement cérébral idéal, OK. Heu et en fait, on a, surtout un calcul statistique qui n'est pas réel, hein. Je ne suis pas une grande fan des statistiques, je pense que l'on peut mentir beaucoup avec les statistiques. C'est pour cela qu'on les utilise dans les, recherches, les études, les hypothèses, scientifiques. Alors que penser de Jeanne Clément, morte à 122 ans? Eh bien, c'est une super centenaire et elle est demeurée la doyenne, elle est morte, hein, je ne sais plus, il y a quelques années. Et selon les statisticiens, c'est une aberration statistique. OK. C'est un bug, voilà. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je pense que cela permet de voir que nous n'avons pas besoin d'avoir accès à une médecine très sophistiquée pour pouvoir atteindre un âge très, très avancé. Alors, vous savez que j'ai une conception de la santé qui est un peu alternative, c'est-à-dire que je pense que, le cerveau est capable de pouvoir se guérir, hein, j'y crois fortement. Je pense que le cerveau est capable de pouvoir, ouvrir une espèce de pharmacie qui n'est pas, accessible quand on n'est pas concentré, calme, relax, voilà. Et surtout, il y a un peu le pouvoir, c'est un peu le pouvoir du placebo, le pouvoir de la croyance. C'est-à-dire, on y croit. On pense que le corps est capable de pouvoir, se guérir. Si on a un doute, le moindre petit doute, eh bien, ça ne va pas marcher, OK? Donc c'est un peu le concept du placebo, c'est-à-dire que on pense qu'une pilule va nous guérir, eh bien, on pourrait se dire: «Bah, voilà, le reiki peut nous guérir, les massages peuvent nous guérir, boire, une boisson au céleri peut nous guérir» et cetera. Il peut y avoir, donc je fais toujours des recherches à ce niveau-là, il y a, des comment dire? Des aspects dans la nourriture que l'on mange qui ont des aspects bénéfiques, hein, voilà. Il y a quand même une différence entre manger, de la malbouffe, hein, Burger King, McDo et manger sainement. Il y a quand même une grosse différence, ce n'est pas un placebo, c'est réel, voilà. Donc il y a quand même la première question que l'on devrait se poser, c'est: «Qu'est-ce qu'on mange?» Voilà. Il y a des études qui ont été faites en Italie, sur des villages, dans des villages de centenaires, voilà. Des gens qui n'ont pas l'Alzheimer, qui n'ont pas la démence, et il y a des chercheurs qui sont allés là-bas pour étudier, voilà, ces, ces centenaires. Et ces centenaires, en fait, mangent, du romarin, ils mangent des produits locaux qui qui sont frais, des produits qui n'ont pas été, alternés. Raffiné aussi. Et puis, il y a aussi le fait que ce sont des gens qui ne vont pas forcément manger beaucoup de viande. C'est un peu la vieille école où l'on mange, de la viande peut-être une fois ou 2 fois par semaine. On mange de la viande blanche principalement, des œufs, voilà, mais on a une alimentation équilibrée. Alors, j'ai toujours pensé que l'alimentation végane était dangereuse pour la santé. Ce n'est pas forcément, sain pour notre corps, et j'ai tellement d'amis véganes, depuis les années 80-90, heu, qui se sont mis dans des états de santé, extrêmes,
qui ont fini à l'hôpital, donc je ne conseillerais jamais, le régime végan. J'ai essayé et c'est une catastrophe, en fait. Voilà, on ne perd pas de poids, on va simplement, être, en carence alimentaire, nutritionnelle, vitaminale. Voilà. Alors, nos performances aussi sont limitées. Qu'est-ce que ça veut dire les performances, mentales ou alors physiques? Si notre durée de vie est plafonnée, c'est-à-dire qu'il y a une limite, un plafond, du ceiling, qu'en est-il de nos performances à notre époque où les centenaires enchaînent record sur record dans leur catégorie d'âge? 60 performances ont été réalisées par 19 centenaires en athlétisme, natation et cyclisme, comme le cycliste Robert Marchand, qui vient de prendre sa retraite à 106 ans. Alors ça, c'est génial. Peut-on imaginer que nos performances continuent de progresser? Bon, il faut se méfier des études, hein, attention. Une étude publiée par l'IRMES, Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport, conclut que les limites biologiques humaines ne pourront plus progresser. Je ne suis pas d'accord. Si la durée de vie après avoir fortement augmenté et plafonné, il en est de même de notre taille qui reste stationnaire depuis 3 décennies et de nos performances sportives qui se stabilisent depuis le milieu des années 80. Alors, contentons-nous de ce plafond de 115 ans, déjà très honorable, même s'il peut paraître effrayant pour certains d'entre nous, et concentrons-nous sur les enseignements que nous offre la nature pour tenter de mieux comprendre les secrets de la longévité et les mécanismes qui les sous-tendent. Bon, en fait, il y a eu des études sur les progressions musculaires des personnes qui ont 50 ans, 60 ans, et cetera. La nourriture est très importante parce que si vous avez une nourriture keto, vous n'allez pas avoir, de problèmes, musculaires, parce que vous avez quand même une alimentation, forte en protéines. Hem les gras, en fait, je me souviens plus exactement parce que ça fait partie d'une explication d'une étude qui avait été faite il y a quelques années, mais en fait, on ne va pas taper dans les muscles pour pouvoir, il y a pas de diminution musculaire, en fait, quand on utilise le régime keto, c'est-à-dire bas en hydrates de carbone et en sucre. Voilà, donc on n'a pas cette sensation de prendre de l'énergie comment dire? Du sucre, sucre lent, sucre rapide, mais on peut préserver en fait sa masse musculaire, simplement en changeant d'alimentation. Donc je ne suis pas trop d'accord ici parce qu'il y a d'autres études qui contredisent cette étude-là. Alors, les records de longévité, que ce soit les observations épidémiologiques réalisées sur des populations centenaires, vivant dans des villages ou dans des îles à longévité exceptionnelle, ou que ce soit dans le monde animal, la nature nous livre des secrets qui peuvent nous permettre de mieux comprendre les chemins menant à la longévité en bonne santé. Concentrons-nous d'abord sur nos populations de centenaires. Il en existe deux qui diffèrent sensiblement. Donc il y a les centenaires âgés de 100 à 109 ans et les super centenaires qui dépassent les 110 ans. Alors, 9 centenaires sur 10 sont des femmes et parmi les super centenaires, il n'y a quasiment que des femmes. Alors ça, ce serait une bonne excuse pour augmenter les salaires des femmes. Je ne parle pas forcément en sport, parce que ça peut être un peu différent, mais certains sports, hein, par exemple le tennis, je comprends que les salaires sont un peu moindres parce qu'il y a les jeux sont moins intenses, enfin ils sont intenses mais moins longs. Mais concernant les salaires professionnels, c'est une bonne excuse. Voilà, les femmes vivent plus longtemps, donc il faut quand même avoir un salaire un peu plus décent. Voilà. Les centenaires, une population en voie d'explosion. La France est le pays européen qui compte le plus de centenaires. On mange beaucoup de gras en France. Une autre, comment dire, une autre coïncidence, soit près de 25 000 aujourd'hui. Ils étaient seulement 200 en 1954. Et près de un centenaire sur deux vit à domicile. Ah, une autre chose, c'est que nous avons ce qu'on appelle beaucoup d'EHPAD. Et les EHPAD en France, c'est un lieu où les gens meurent. Voilà, c'est tout. Euh, Ce chiffre important de maintien à domicile s'explique en partie par le fait que ces personnes âgées soient moins fragiles, donc il y a un peu plus d'indépendance peut-être, et donc plus susceptibles d'être autonomes, c'est-à-dire que ce sont des gens
euh, qui, euh, qui utilisent, qui sont un petit peu indépendants, pas forcément à 100%, mais il y a quand même une activité cognitive. Ce n'est pas une activité, je ne suis pas vraiment d'accord avec les activités cognitives que l'on donne aux personnes. Donc en fait, il y a quand même une attitude passive vis-à-vis des activités qui sont faites dans les EHPAD et les maisons de retraite. Donc on reçoit une activité que l'on fait, la peinture, la lecture, peu importe, du tricot. Il n'y a pas d'étincelle, there is no spark. Il n'y a pas d'étincelle dedans. C'est-à-dire que ces personnes-là ne vont pas vraiment augmenter leur activité cognitive, problem solving, hein, résoudre des problèmes. Et c'est ça le problème. Donc il faut que ces personnes puissent prendre des initiatives en se disant, bah voilà, je prends l'initiative de lire un livre. Voilà. Je prends l'initiative de jouer du violon. Je prends l'initiative. Voilà. Si l'initiative est prise par d'autres personnes, je pense que là, il y a un problème. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on a des états de démence avancés, des états d'Alzheimer avancés, donc il faut prendre des initiatives pour ces personnes-là. Mais en général, si on veut maintenir un bon niveau cognitif, à partir d'un certain âge, il faut savoir prendre, il faut avoir quand même une certaine indépendance. Et je pense, bon, peut-être que je vais créer beaucoup d'ennemis en disant ça, mais je pense que prendre sa retraite, c'est une mort lente. Ok, une mort lente au niveau cognitif, au niveau physique. C'est un peu le style des Français. Voilà, je prends ma retraite à 60 ans et je regarde la télé. Ok, donc, et je bois beaucoup de vin. C'est pas très conseillé. Voilà. Ce n'est pas la porte ouverte pour tous les abus et les excès. Alors, donc l'autonomie. On estime que le nombre de centenaires va considérablement s'accroître à partir de 2020. En 2070, nous en compterons ainsi 10 fois plus qu'aujourd'hui, soit environ 270 000 personnes. Donc ces futurs centenaires ont aujourd'hui entre 48 et 57 ans. Donc une fille qui naît aujourd'hui a une chance sur 3, une chance sur 3 à une chance sur 2 de devenir centenaire. C'est-à-dire qu'on a entre une chance sur 3 et une chance sur 2 de devenir centenaire. À quoi ressemblent les centenaires d'aujourd'hui? Une étude réalisée sur 756 centenaires a dressé leur portrait robot. Profile. Ainsi, la femme centenaire de nos jours est une femme dynamique, qui a vécu sans excès, ni abus, avec une bonne hygiène de vie. Elle a un bon caractère, dispose d'une nature optimiste et gaie, joyeuse, ouverte et sociable. C'est une femme qui devient plus autoritaire sur ses vieux jours. La centenaire type a le niveau de scolarité du certificat d'études, c'est-à-dire, c'est quoi déjà ça? Je crois que c'est la fin de l'école primaire. Donc le niveau d'études n'a rien à voir dedans. Je ne suis pas d'accord avec ça. Jeanne Clément n'avait pas été à l'université, donc je pense que c'est un leurre, c'est un facteur qui ne rentre pas en compte. Peut-être dans d'autres pays c'est différent, mais en France c'est pas important. La centenaire type a le niveau de scolarité du certificat d'études, elle a travaillé dans les métiers de la couture et a cessé son métier tardivement. Ok, ça c'est important, a cessé son métier tardivement. Mais retraçons donc le parcours de vie de nos 25 000 centenaires d'aujourd'hui, tous nés entre 1909 et 1918, pour mieux comprendre leur longévité. Voilà. Alors, connaissait-il, donc ça c'est l'imparfait, connaissait-il l'influence de l'environnement sur leur santé? Sûrement pas. Donc quand on n'est pas conscient d'une certaine chose, est-ce que l'on est affecté inconsciemment ou alors est-ce que ça nous protège? Ça serait intéressant de vérifier ça. Sûrement pas, car le principal enjeu de l'époque était pour une majorité de la population de pouvoir subvenir à ses besoins. Ainsi, ils n'ont pas cherché consciemment à modifier leur environnement pour vivre en meilleure santé. Compte tenu de tout ce par quoi ils sont passés, durant le siècle dernier, vivre était déjà une priorité en soi. Pratiquait-il une activité physique? À cette époque, les véhicules motorisés n'étaient pas légion. Donc ne pas être légion, ça veut dire il n'y en avait pas beaucoup. Et n'étaient utilisés que pour les déplacements importants.
Donc oui, au quotidien, on bougeait. On allait à l'école à pied, parfois à vélo, on s'activait sans compter, jardinage, travaux manuels, tâches ménagères, bricolage, etc. En bref, il n'y avait pas de télé, ni d'ordinateur, ni de smartphone. Alors ici, on a des petites phrases, hein, de petites anecdotes de centenaires. Donc, Iona Proiou, 150, doyenne d'Icaria, Grèce. Chaque matin au lever, je m'active. Si je suis encore en vie, c'est parce que j'ai toujours fait ce que j'aimais. Mary Todisco, donc New York, 103 ans. Restez actif et occupé et vous serez comme moi. Agnès Nelson Roberts, 100 ans, Austin, États-Unis. Levez-vous et activez-vous, ne restez pas assis et ne passez pas votre temps à regarder la télé. Donc, leur alimentation était-elle équilibrée? Probablement moins qu'aujourd'hui. Donc là, l'aspect alimentaire est intéressant, car elle était encore peu diversifiée. Au début du XXe siècle, dans une France majoritairement rurale, les céréales, les pommes de terre et les légumes secs constituaient l'essentiel de l'alimentation. Oui, mais il y a le gras. Il y a le gras du canard, il y a le gras des oies, les œufs, hein, il y a des œufs, on a des poules, voilà. Donc ce n'est pas principalement que des céréales. Euh, la consommation de légumes et de fruits frais, elle a commencé à se développer rapidement, parallèlement au développement des importations et de l'industrie agroalimentaire. Le développement de l'agriculture a aussi entraîné une augmentation de la consommation de viande, de poissons, de produits laitiers, ainsi que malheureusement de produits sucrés. Je ne suis pas trop d'accord, je pense que c'est incomplet ici. Quand on va à Toulouse, la culture du canard et de l'oie, c'est ancestral, hein, ça ne date pas que du début du siècle. Euh, on a, comment dire, les produits laitiers, hein, on a le lait frais, des vaches, peut-être les brebis, les chèvres, etc. Donc il y a beaucoup de produits laitiers, le fromage, hein, on est le pays du fromage, donc beaucoup de gras, on a beaucoup de gras. Et aussi la consommation de vin. Donc soyons un petit peu plus réels et un peu plus complets quand on explique l'alimentation du début du XXe siècle. Beaucoup de pain, c'est vrai que la France mange beaucoup de pain, mais beaucoup de gras également. On avait ce qu'on appelle le saindoux. Le saindoux, c'est le gras du porc que les gens mettaient sur leur tartine de pain, voilà, pour avoir un apport de gras. Leur alimentation était-elle saine? Leur consommation était naturellement bio? L'agriculture et l'élevage intensif ainsi que l'utilisation massive des pesticides ne démarrent qu'après la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à cette époque, tout le monde connaissait donc bio sans le savoir, et les productions restaient principalement locales et de saison au sein de circuits évidemment courts. Puis arrive la révolution industrielle et l'urbanisation. Elles se traduisent par la mise au point et le développement de nouveaux procédés de fabrication et de conservation. Ainsi, les produits de base comme les farines, les huiles, les confitures, le beurre, le fromage, qui étaient fabriqués jusque-là de manière artisanale, pardon, ont progressivement intégré l'ère industrielle et sont désormais produits dans des usines. La mise en place de nouveaux procédés de conservation a permis de conditionner un grand nombre d'aliments frais sous forme de conserve ou de surgelés, fruits, légumes, viande, poissons. C'est le début des produits transformés qui se développent aux dépens des produits frais, des produits raffinés et de plus en plus sucrés. Donc il faut savoir que l'alimentation du Moyen-Âge en France, on a déjà du fromage, hein, on a déjà du lait, on a déjà des œufs, on a pas mal de choses. Donc je rappelle que la consommation de gras animal était importante pratiquement depuis toujours en France, hein. Euh, voilà. Donc, la dernière page. Tiens, on pourra faire aussi l'état psychologique aussi. On pourra finir ici. Je pense que c'est le premier chapitre qui est fini ici. Alors, un déséquilibre croissant des apports oméga 6, oméga 3. Donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, quand on va dans les supermarchés, on trouve de la margarine. Voilà, margarine. La margarine, ils disent, voilà, on a ajouté de l'oméga 6, oméga 3, etc. Donc ce n'est pas du vrai beurre. Alors moi, je suis quand même une grande protectrice des produits animaliers, c'est-à-dire le beurre, le vrai beurre, pas le beurre raffiné, fabriqué, peu importe. La margarine, c'est une aberration. C'est du gras, mais qui a été reconstitué. Euh, c'est comme certains laits qui ont été reconstitués. Ce n'est pas du lait, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de problèmes de digestion. Alors,
Oméga 6, oméga 3, c'est également au milieu du XXe siècle que la nature des céréales et des graisses consommées change. L'utilisation de plus en plus importante de céréales telles que le maïs et le soja, de graisses animales et d'huile de tournesol et de maïs ont modifié l'équilibre des apports en oméga 6 et en oméga 3. Donc ici on peut cliquer mais on ne va pas le faire. Au début du XXe siècle, notre alimentation a apporté à notre organisme autant d'oméga 6 que d'oméga 3, ce qui nous donnait un rapport équilibré d'oméga 6 oméga 3 de 1 par 1. Mais l'évolution de l'alimentation, de l'industrie agroalimentaire et des modes de consommation a entraîné une augmentation des apports en oméga 6 et une diminution des apports en oméga 3, avec pour conséquence une élévation du rapport oméga 6 oméga 3 pouvant atteindre 30 sur 1. Or, nous savons aujourd'hui que le rapport idéal est compris de 1,1, 4,1 et qu'un déséquilibre en faveur des oméga 6, comme nous l'observons dans l'alimentation occidentale moderne, instaure un terrain favorable au développement de maladies inflammatoires et cardiovasculaires. Donc il faut faire attention à quel type de gras on doit manger. Moi personnellement je mange du beurre, je mange de l'huile de coco, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, un peu moins l'huile d'olive parce que c'est pas facile de trouver une bonne huile d'olive de nos jours. Il y a tellement de trafic, tellement de pollution, de toxines, donc il faut faire attention. Alors, Mary Todisco encore, hein, je crois que j'avais lu une phrase d'elle il y a quelques pages. Donc New York, j'ai toujours surveillé mon poids et mon régime était pauvre en sucre, pas de sucreries. Ça c'est bien ça c'est une bonne attitude. Jirimeon Kimura, 103 ans, Japon, mangeait léger, vivait longtemps. Eunice Maudlin, 103 ans, Bonneville, États-Unis, mon secret, 2 carrés de chocolat noir et une sieste. Bah, du magnésium, hein. Leur état psychologique était-il bon? Ils ont connu une, voire 2 guerres mondiales et pour beaucoup ont perdu leurs conjoints, parfois leurs enfants, souvent de nombreux proches. Une vie émaillée de moments dramatiques, donc, malgré cela, les centenaires sont généralement restés des personnes optimistes avec une vision positive de la vie, donnant le sentiment d'être immunisés contre le stress. Ils ont gardé une curiosité intellectuelle et sont presque toujours restés entourés par leur famille et par leurs amis, car ils suscitent une certaine fascination. Leur personnalité particulière et l'attractivité qu'ils exercent naturellement sur leur entourage contribuent certainement, pour une part non négligeable, à leur longévité. Donc faire des puzzles et jouer au bingo, c'est mon secret. Ne vous laissez pas importuner par les petits soucis. Si vous ne pouvez rien y faire, oubliez-les. Quand je serai vieille, j'arrêterai de travailler. Alors ça, c'est exceptionnel. Elle habite en France. Elle ne va pas se plaindre de la retraite qui a augmenté, enfin, le nombre d'années pour la retraite qui a augmenté en France. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il faut être positif. On peut vivre plus longtemps. Une toute récente étude réalisée par l'université de Yale aux États-Unis portant sur 4765 individus âgés en moyenne de 72 ans et qui ont été suivis pendant 4 ans s'est intéressée à la relation entre perception de la vieillesse et risque d'apparition de démence. La conclusion est que les personnes qui adoptaient une attitude positive avaient 3 fois moins de risque de développer une démence que les plus pessimistes d'entre eux, 2,7% contre 6,1%. Ces résultats confirment que plus une personne aborde ses vieux jours de manière sereine et confiante, mieux elle se portera et plus elle vivra longtemps. Je pense qu'il y a aussi le fait pour une femme d'accepter la vieillesse. C'est plus dur pour une femme. Je pense que quand on accepte les cheveux gris, les rides, on vieillit mieux en fait. Voilà. Quand on arrête de chercher d'être séduisante, même à 60 ans, 80 ans, c'est un peu un jeu ridicule quand même. On arrive à un âge une certaine maturité qui fait qu'on ne doit plus jouer les adolescentes à partir d'un certain âge. Voilà. Ce n'est pas être pessimiste ou quelque chose comme ça, c'est accepter sa vie, accepter son âge, accepter le fait que ce soit différent. Bon, moi personnellement, j'ai 50 ans, j'ai eu 50 ans il y a un mois, et bon, bien sûr, comme beaucoup de personnes, je ne sens pas que j'ai 50 ans, j'ai quelques petits cheveux blancs, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai ma couleur naturelle, je mange naturellement, je suis très
je ne mange pas de sucre. Moi, c'est vraiment l'aspect que je ne veux pas pour mon anniversaire. Je n'ai pas eu de gâteau, voilà. Je connais pas dans ma famille, mais dans ma belle famille, je sais que les gens ils sont accros au sucre, hein. Ils mangent des sucres raffinés et ils ont des problèmes d'inflammation. Ils ont des problèmes de diabète. Et ce sont des gens qui ne veulent absolument pas changer leur mode de vie. Donc c'est dommage. Mais je pense qu'il faut, à partir d'un certain âge, faire des petits changements dans son alimentation et se dire, bah, je ne peux plus manger comme ça, je vais manger autrement. Voilà. Je bois du vin, pas tous les jours, mais peut-être le week-end, peut-être une fois par mois. Mais c'est pas vraiment mon attirance. Je préfère boire du vin avec des gens qui connaissent le vin, pour avoir une expérience sociale qui soit intéressante. Voilà. Mais je pense que il faut accepter le fait de vieillir parce qu'on va pas avoir 20 ans toute sa vie. Donc c'est ridicule aussi de penser de cette manière. Voilà. Alors, on en est ici. Était-il génétiquement programmé pour devenir centenaire? Ça, il faut faire attention aux gènes. On sait que les gènes peuvent affecter notre corps par 20%, 20-30%. Je pense que c'est beaucoup moins que ça. Mais l'environnement est l'aspect, le facteur le plus important. Voilà pour la deuxième partie. Passez une très bonne journée et à très bientôt.